Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie pour laquelle j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Annick Cogent. Alors bonsoir et merci beaucoup de votre venue à Dialogue. Chez vous, puisque vous êtes originaire du Finistère et avez grandi à Tollet. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes journaliste, grand reporter au Monde, métier dont vous écrivez dans votre dernier livre qu'il vous donne le droit de vous intéresser à tout ce qui constitue une chance inestimable. Vous avez reçu le prix Albert Londres en 1996 pour une série de reportages sur les mémoires de la Shoah. Et vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages qui nous éclairent sur de nombreux sujets. On peut ainsi citer FM, la folle histoire des radios libres, mais aussi Les proies dans le harem de Kadhafi, qui pointe l'utilisation du viol comme arme de guerre par le dictateur libyen. Je ne serais pas arrivée là-ci, qui donne la parole à de nombreuses femmes engagées et combatives qui ont su imposer leur voix dans un monde dont les règles ont bien souvent été forgées par les hommes. Ou encore Une farouche liberté qui revient sur le parcours de l'une d'entre elles, Gisèle Halimi. Et ce soir, nous avons le plaisir de vous accueillir à la librairie à l'occasion de la parution de Nous y étions, en cette année qui marque les 80 ans du débarquement. Alors dans cet ouvrage, vous nous transmettez la parole de 18 vétérans du D-Day qui nous racontent heure par heure la plus grande opération militaire de tous les temps. Une aventure profondément humaine demeurée pour eux le jour le plus long et le plus important de leur vie. Alors ce livre, nous expliquez-vous en introduction, il est né d'une série d'articles parus en 1994, 50 ans après le débarquement, et fruit d'une longue enquête. Mais la nécessité de cette enquête, pour vous, elle vient de plus loin, de votre enfance, des récits de votre maman qui avait elle aussi vécu le débarquement et qui vous connectait à la grande histoire. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter le chemin qui vous y a mené? Merci. Oui, c'est vrai que c'est un livre qui me touche beaucoup, personnellement. Je ne suis pas normande, je n'ai pas vécu le D-Day, bien sûr. Et j'ai vécu donc, dans le Finistère, près de Morlaix, même si je suis née à Brest. J'ai vécu à Comana et puis ensuite à Tollet. Mais c'est vrai que j'avais une maman qui était à Caen, sous les bombes, donc le 6 juin 1944, qui a dû partir, il y a eu l'exode, etc. Beaucoup de gens l'ont vécu, évidemment, pendant la guerre. Mais surtout, c'était une maman qui racontait plein d'histoires, qui était une conteuse et qui racontait merveilleusement. Une conteuse joyeuse, d'ailleurs, parce que quand j'y pense, elle nous a raconté à mes frères, mes deux frères, le D-Day, enfin le débarquement, mais de façon très... comme si c'était une grande aventure. Comme si c'était formidable, comme si c'était un truc génial. On lui disait, quelle chance, ça a eu de vivre ça, maman, c'est incroyable. Alors, de temps en temps, ça l'amusait. Mais c'est vrai que j'y pense maintenant, elle nous a épargné les choses les plus terribles. D'abord, la maison a disparu, sous les bombes, donc quand même, ça devait être un sacré choc. Elle a dû avoir très peur, tout le monde a eu atrocement peur de mourir. Alors, c'est vrai que dans notre famille, on a eu la chance d'être épargnés. Je pense que ça aurait été sans doute assez différent, mais il y avait des voisins dans la rue qui sont morts sous les bombes des Américains. Donc c'est terrible. Et elle nous a épargné tout ça. Tout devenait très amusant et truculent et une suite d'aventures incroyables. Et les hommes qui venaient là pour la libérer, donc elle et sa famille et tous les autres, bien sûr, mais enfin, étaient valeureux, étaient ardents, étaient courageux, etc. Donc c'était que des beaux sentiments. Et donc nous, effectivement, on était bluffés par cette histoire. Et puis il se trouve qu'on a déménagé donc de Comana à Tollet l'été de mes 6 ans. Et la maison choisie, enfin c'est un peu obligatoire, mais enfin bref, la grande maison dans laquelle on devait habiter à Tollet était en face du cimetière. Alors mon père disait, oh, c'était un peu embêtant quand même parce que la vue, franchement... Bon, moi, je ne me rendais pas compte. On avait une nouvelle grande maison. Je trouvais ça très, très intéressant. J'allais explorer le jardin. Il y avait des arbres. Alors, on se disait, de toute façon, au-dessus, au premier étage, la vue va bien au-delà du cimetière. Effectivement, il y avait des tas de champs, d'artichauts, de choux-fleurs, etc. Bon, c'était parfait. Et moi, j'avais mon jardin. J'avais mon grand hêtre dans lequel je passais des journées entières, d'ailleurs. Mon hêtre roux. Et comme le cimetière, je trouvais ça drôlement intéressant. Un cimetière, j'avais jamais vu ça quand même. Il suffisait de traverser la rue, pouf, le cimetière. Et puis donc j'allais à la petite école du village et toutes les filles de Matelas, j'étais à l'école des filles, et toutes les filles de Matelas, elles avaient une tombe dans le cimetière. Pas nous, on n'était pas de là.
On n'avait pas de tombe. Alors j'allais quand même explorer entre midi et 2 heures. Pendant que ma mère préparait le déjeuner, j'allais faire un petit tour dans le cimetière. Et je trouvais ça très, très intéressant. Il y avait des photos différentes. Alors je m'attachais aux gens, je regardais les noms. Alors c'est des noms bretons en général. Hein, Madex, Warneck, Granic, etc., etc. Et puis, un jour, je me suis avancée un tout petit peu plus loin parce que je voyais que c'était un coin très vert. Et comme mon grand-père maternel, je cherchais toujours des trèfles à 4 feuilles. J'en trouvais. Alors, ma mère me disait, tu es une petite fille qui a de la chance. J'ai toujours été convaincue de ça. J'ai de la chance, voilà. Bon, c'est méthode Coué, mais en tout cas, ça marchait. Et je me suis dit, il y aura peut-être des trèfles à 4 feuilles de ce côté-là. L'endroit le plus vert et un peu... Voilà, il n'y avait pas vraiment des tombes, là. Et je vois 6 tombes blanches qui ressemblaient les unes aux autres, exactement identiques, tellement différentes des autres tombes du cimetière, en granit gris ou noir, enfin bon. Et je trouvais ça très intéressant. Ça pouvait être qui était là? Et je vois les noms, Galbraith, Maxwell, des noms qui n'étaient vraiment pas des noms bretons. Je trouve ça absolument curieux. D'où étaient ces gens-là? Et je vois les âges. 17, 19, 21 ans, que des jeunes. Et je suis sidérée. Alors je rentre vite, 1 minute. Hein. Il suffisait d'1 minute en courant. Je courais tout le temps, de toute façon. Je remonte à la maison. Je dis, j'ai trouvé un truc incroyable. Je crois que ce sont des tombes, mais enfin, elles sont toutes blanches, etc. Et puis, bon. Et je raconte, et mon père me dit, mais tu sais, ce sont des tombes de nos alliés. Alors, alliés, là, ça peut... Des alliés du débarquement. Alors mon père m'a dit non, c'était avant le débarquement, mais c'est nos alliés quand même. C'est des jeunes gens donc, qui étaient venus, qui voulaient nous défendre, nous Français, et les Allemands leur ont tiré sur l'avion. Un petit avion s'est écrasé et il y avait 6 jeunes gens qui étaient là et qu'on a enterrés dans notre village. C'est devenu mes tombes. Et j'ai trouvé ça tellement énorme que je me dis ça a changé toute ma vie. Il y avait 6 tombes là qui allaient être mes tombes. J'allais m'en occuper. Alors, je m'en occupais, c'était très simple. C'était des petites dalles blanches, etc. Mais je déposais une petite pâquerette, une petite au printemps, des boutons d'or. Enfin, j'avais 6 boutons d'or, 6 petites pâquerettes, etc. Je passais faire un petit tour, leur dire bonjour. C'était pas lourd du tout. Je me sentais pas une énorme responsabilité. Il faut pas que j'exagère. Mais enfin, ça a été pour moi très important. Ça me connectait à la grande histoire. J'étais reliée. Il s'était passé quelque chose dans Tolé dont on aurait pu penser quand même que c'était un petit bourg perdu. Il ne se passait rien dans Tolé. Je vois maintenant que c'est un bourg extrêmement actif. Il y a plein d'associations, etc. Mais je peux vous dire qu'à mon époque, quand même, il s'y passait quand même vraiment très peu de choses. Réellement, c'était très calme. Mais ça, il s'était passé un truc énorme pour moi. Et donc, du coup, ça me connectait encore plus à cette histoire. Et c'est vrai que je rêvais d'ailleurs dans ma tête, Jim, Andrew, Bob, etc. Je leur donnais des prénoms, bien sûr. Et ils avaient, j'imaginais leur visage. Ils avaient tous d'ailleurs la tête à peu près de Steve McQueen, puisqu'il y avait un feuilleton à ce moment-là, Au nom de la loi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi j'adorais Au nom de la loi. J'avais d'ailleurs une carabine exactement comme Jos Randall. Donc, c'était le héros. Hein. Vous êtes trop jeune, mais enfin bref, Jos Randall, je l'adorais. Et j'avais ma carabine comme mes frères. Et donc, je leur donnais à tous une tête d'Américain, une tête de Jos Randall, une tête de Steve McQueen. Enfin bref. Et mine de rien, ça continuait à me connecter au débarquement, aux Américains, j'avoue. Ça se porterait très mal dans mon journal, mais j'avais un drapeau américain dans ma chambre. Enfin bon, très vite, voilà, à l'adolescence, même au moment où tous mes copains commençaient à dire c'est l'Amérique, c'est le Vietnam, c'est horrible, il faut être anti-américain. Ah non, je ne pouvais pas être anti-américaine. Ils étaient venus nous sauver, merde. Et donc voilà. Et quand je suis devenue journaliste, que j'ai un peu négligé, je vous avoue, mes tombes blanches de Tolé, eh bien, d'ailleurs maintenant quelqu'un s'en occupe vraiment bien. Elles ont toutes été refaites, etc. J'y suis allée il n'y a pas si longtemps. Vraiment, on peut être... voilà, on est à la hauteur, semble-t-il. Mais c'est vrai que devenant journaliste, c'est vrai, c'est le droit d'être curieux. C'est un grand prétexte pour moi, pour faire plein de choses, pour vivre des moments intenses. C'est pour
poser plein de questions. Et c'est aussi un grand prétexte. Hein. Je sais pourquoi je suis journaliste, mais je sais aussi que c'est pour me permettre de frapper à plein de portes, pour dire j'ai le droit de vous poser des questions, je suis journaliste. J'ai le droit de m'intéresser à ça, je suis journaliste, c'est mon métier, c'est mon métier. Bon. Il se trouve que c'est ma passion aussi, et qu'au moment du 50e anniversaire, je savais que ça allait être énorme en Normandie. J'y avais encore une grande tante, 2 oncles, et j'étais... Ouais, j'avais un lien quand même avec le débarquement. Et donc, je me suis dit, je vais chercher des vétérans. Je vais chercher ceux que ma mère aurait pu croiser quand elle était petite. Et j'ai cherché. Je n'osais pas le dire à mon journal à ce moment-là. Donc, je suis allée à New York pour d'autres raisons, d'autres prétextes, de reportages, à Toronto. Et le week-end, je cherchais des vétérans. Et j'en ai trouvé. Et mes premiers contacts, alors, j'étais pas bien préparée, je vous avoue, hein. Franchement, j'avais pas encore lu tout ce que j'aurais dû lire, etc. C'était un peu flou dans ma tête. Mais ils ont accepté de me rencontrer. J'ai été quelquefois invitée à déjeuner avec eux à New York. Je me rappelle, par exemple, un grand héros, d'ailleurs, qui est dans mon livre, Len Lommel, et qui avait accepté avec un de ses compagnons, d'ailleurs, voilà, de me rencontrer au restaurant. Et il me disait, vous savez... mais je posais des questions qui étaient d'une naïveté. Je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi... ce débarquement qui est quand même une opération de dingue quand on y pense, comment ça a été organisé, la mécanique de précision à la minute près, comment on a fait travailler ensemble des hommes, des régiments, des corps de métier qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, des gens qui ne parlaient pas toujours la même langue, etc. Enfin, c'est gigantesque quand on s'y intéresse. Mais enfin bon, je ne savais pas, par exemple, pourquoi on avait débarqué à marée haute, à marée basse plutôt qu'à marée haute. Je me disais, c'est quand même plus simple de débarquer à marée haute. Il y aurait eu moi à courir sous le feu des Allemands. Eh ben non, évidemment, me disait-il, mais il y avait tellement d'obstacles posés sur les plages par Rommel. Et on me parlait notamment des fameuses asperges de Rommel. Alors, les asperges, moi, c'était plutôt un légume, hein, franchement. Et les asperges, alors ils prenaient mon vétéran, mon fameux Len Lommel, qui est un grand héros réellement, mais je ne savais même pas à l'époque. Mais il me prenait une fourchette, un couteau, il me montrait, mais voilà, si on croise la fourchette et le couteau, vous imaginez ça sur une plage, nous, nos bateaux qui seraient arrivés par-dessus, mais ils se seraient embrochés. Et puis là-dessus, au-dessus des asperges de Rommel, qui étaient des grands pylônes, eh bien, il y avait des mines. On aurait tous sauté, etc. Donc il fallait la marée basse pour qu'on puisse voir ça, évidemment, de loin. Il fallait qu'on arrive à l'aube. Donc on avance dans la nuit pour surprendre et puis qu'on les voit. Donc il fallait un peu de jour, mais les surprendre. Donc il fallait qu'on n'ait pu naviguer la nuit. Et puis pour les parachutistes, il fallait qu'on saute, si possible, qu'il y ait la lune et la pleine lune. Donc tout ça, ça faisait que 3 jours possibles dans le mois. Et d'ailleurs, si on reculait, si c'était pas le 6 juin, ça aurait été au mois de juillet. Enfin bref, donc petit à petit, j'apprenais la chronologie du débarquement, j'apprenais tous les obstacles. Ah oui, je comprenais comment, et je peux dire, vous auriez dû débarquer à marée haute. Enfin bon, bref, j'apprenais tout ça, et ils étaient d'une patience. Et à ce moment-là, ils avaient, bah oui, comme c'était il y a 30 ans, ils avaient 67, 70 ans, 72 ans, ils étaient forts, ils avaient des souvenirs qui étaient complètement intacts, ils étaient passionnés. Vous voyez, cette jeune, à l'époque, journaliste, qui avait l'air d'être passionné par cette histoire, et donc ils avaient envie de raconter. Et je prenais tout en note, je les écoutais, j'étais réellement fascinée. Et donc j'en ai eu 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Et je me disais, mais c'est incroyable, là, tout d'un coup, on me raconte cette histoire très concrète. Je suis au ras du sol avec eux, je rampe avec eux sur le sable d'Omaha Beach ou d'Utah Beach. Je suis dans la barge avec les mecs du commando Kieffer. Les bombes sont au-dessus de moi. À un moment donné, je suis d'ailleurs dans un... Je passe devant le cimetière. J'étais évidemment allée au cimetière américain de Colville, près d'Omaha Beach. Je suis passée dans un cimetière canadien également. Et puis, je vois le cimetière allemand qui est un peu plus loin, qui est très différent des autres d'ailleurs. Ce sont des petites tombes noires, enfin des petites dalles noires rondes. Et puis, il y a une croix de temps en temps, pas sur chaque dalle. Et je suis très intriguée. Donc, j'y vais. C'est plombant, hein, c'est un vrai sentiment quand même très fort.
Et là, je vois un monsieur qui est courbé devant une tombe. Et je le regarde, je me dis, oh là là, c'est un vieux monsieur allemand, peut-être c'est ses copains qui sont là, peut-être. Qui est-il? Un Allemand. C'est vrai que je n'ai pas pensé aux Allemands à ce moment-là. Moi, j'étais avec mes héros qui avaient fait des choses fantastiques. Et je le regarde, et puis on s'est souri, et puis on s'est rapprochés, puis on a commencé à parler en anglais. Je parlais un peu de français, mais là, c'était essentiellement en anglais. Et je me rends compte que c'est dingue que j'ai en face de moi un jeune homme. Là, il avait 67 ans, mais à l'époque, il avait 17 ans. Et il était dans un blocos. Et il me raconte la vie dans un blocos. Alors pour moi, dans ma tête de petite fille, c'était les méchants. Hein, c'était quand même c'était l'ennemi, évidemment. Et le clerc de mon père, l'employé principal de mon père, il parlait que des boches quand j'étais petite. Hein. Et là, j'avais un boche en face de moi. Mais un boche tellement sympa. Et puis qui me raconte, bah oui, il avait été enrôlé de force. D'ailleurs, s'il avait dit non, on aurait fusillé sa famille, donc il n'y avait pas le choix. Hein. Il était couvreur, son père était couvreur, son grand-père était couvreur en Westphalie. Et lui aussi, il voulait devenir couvreur. Et puis il se retrouvait là, soir du D-Day, dans son blocos. À minuit, il rentre dans le blocos, il rentre dans sa couchette, il tire ses bottes qu'il laisse au pied de son lit. Puis il se dit, j'ai 4 heures de sommeil quand même, je suis crevée. Puis il dit, on s'habituait à la Normandie, on allait... commençais à s'habituer, parler un peu aux Allemands, j'apprenais quelques mots, j'allais à la ferme chercher des œufs, je parlais à la fermière qui était gentille, puis je me disais si la guerre dure, on deviendra copains avec les Français, c'est sûr, ils vont s'habituer à nous, c'est évident. Et puis dit-il, on était tous très jeunes, on n'aimait pas nos chefs. D'ailleurs, je me disais, si un jour ça chauffe, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait un qui soit tué par l'un des nôtres. Waouh, ambiance dans l'armée allemande. Et puis, disait-il, on avait des nouvelles. Moi, j'attendais des nouvelles de ma mère tous les jours. Régulièrement, j'avais du courrier. Elle me donnait des idées, des nouvelles du village. Et puis, un de mes copains a eu sa sœur qui était morte. On était toutes désolées pour lui. On avait des nouvelles terribles, des bombardements aussi en Allemagne. Ben oui, on était en mai, ça se rapprochait de juin. Et puis, cette nuit-là, donc... il rentre dans sa couchette et pensant pouvoir dormir 4-5 heures. Et puis à 1h du matin, alerte générale. Et puis quelqu'un hurle, ils arrivent. Ils arrivent, alors c'était déjà arrivé plusieurs fois. Il a envie de se recoucher en disant, ça va, on nous l'a déjà fait ce coup-là. Non, cette fois-ci c'est vrai. Ils arrivent, les Américains arrivent. On n'en est pas très sûr, mais enfin il bondit quand même dans ses bottes. Et puis son poste, c'est la mitrailleuse juste en face d'Omaha Beach. Il est donc le jeune homme, un des jeunes hommes qui était à Omaha, cramponné à sa mitrailleuse. Et donc, il attend toute la nuit. Il y a quelques bombardements. Il a très peur. Il essaie de se protéger, etc. Il est accroché à sa mitrailleuse. On lui dit, le jour va venir, mais si tu les vois arriver, tu tires. Essaie d'attendre de voir leur visage. Et à un moment donné, il regarde. Il n'est pas sûr, parce que le voile de la nuit s'est déchiré. Il voit des bateaux sur la mer, alors que la mer, il n'y avait rien, à part les obstacles de Rommel, mais il voit des formes, il ne peut pas croire, les formes se rapprochent. Il se dit, pour se rassurer, ça doit être des bateaux allemands. C'est obligé, c'est des bateaux allemands. Et puis il se rapproche, et puis là, c'est pas 5 bateaux, c'est 50, et puis c'est 500, et c'est des milliers. La mer est couverte de bateaux, et ce n'est pas des bateaux allemands. C'est des bateaux américains, c'est des bateaux alliés. Et là, il est mort de trouille, il fait sa prière, etc. Et il me raconte tout ça. Quand il commence à me raconter ça, on est encore dans le cimetière l'un et l'autre. Et je lui dis, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'assoie quelque part. Enfin bon. Et il m'a raconté. Là, je me suis dit, mais c'est vrai. Le débarquement, pour le comprendre, il faut être des deux côtés, il faut être de tous les côtés d'ailleurs. Donc j'ai eu des Américains, mais il faut que j'ai des Anglais, il faut que j'ai des Canadiens, il faut que j'ai des Français. C'est là que j'ai rencontré un petit résistant, il a 21 ans, lui aussi, il va la nuit du D-Day, il va écouter, c'est son copain d'ailleurs, c'est pas lui qui va entendre sur Radio Londres la phrase qui veut dire, ça y est, allez-y, il faut bousiller, saboter une ligne de chemin de fer, la ligne pour évidemment que les Allemands puissent pas bouger, etc., etc. Donc, faut que j'ai des éléments très très différents pour avoir une idée. Et à ce moment-là, quand j'ai eu plusieurs témoignages, j'ai osé frapper à la porte de mon directeur pour le dire. Je crois que j'ai un truc bien quand même. Moi, j'ai jamais lu ça, hein, vraiment. Je trouve que c'est passionnant.
Je peux raconter le D-Day pratiquement heure par heure. Il faut que tu me donnes de la place, ou vous me donnez de la place. Je crois que je le vous voyez encore à l'époque. Et je savais très bien quand j'avais des émotions, c'était encore une époque où je rougissais très vite. Et je devenais très chaude et je me disais, oh, il va voir que je suis émue parce que je sens que je deviens très rouge. Et il me dit, tu as besoin de combien de places, Annick? Et je dis 18. J'ai besoin de 18 pages. Ce qui est dingue, parce qu'en général, on peut avoir 6 pages pour une série, mais 18 pages, ah non, ça, j'avais jamais vu. Et je lui dis, je me disais, en fait, je voudrais faire le D-Day, donc c'est 24 heures. Je devrais lui demander 24. Mais déjà, en me demandant 18, je me dis, c'est dingue, demander 18, il va m'en donner 6, une semaine. Une semaine, c'est si on a 6 journaux, on ne publie pas, le papier, en tout cas, n'est pas publié le dimanche. Donc, ça fait 6 jours. 18 papiers, ça faisait 18 jours. Bon. Il me dit oui, ok. Oh, je me dis, j'aurais dû demander 24, mais enfin bon, tant pis. 18, c'était déjà formidable. Et donc, je suis partie en dansant dans mon service, en disant, waouh, ça y est. Et donc, fallait que j'ai différents personnages qui puissent nous donner une idée de ce qui se passe. Dès minuit 10, on est dans un planeur, on est dans je me suis toujours demandé comment ça marchait, les planeurs. Comment ils choisissent, comment ils arrivent à viser quand même une destination très précise. Puisqu'ils sont largués, au départ, ils sont tirés par un avion, mais une fois que le câble est coupé avec l'avion qui les traîne, comment ils font? Bon, et là, je rencontre effectivement un jeune mec, Wally Parr, c'est le premier de ma série, minuit 10, le planeur. S'écrase, parce que ça s'écrase un planeur, évidemment que ça s'écrase près de Pegasus Bridge et c'est incroyable parce qu'il s'écrase à 20 mètres. On leur avait montré des maquettes du pont, etc. Ils étaient tous super entraînés. Mais enfin, c'était pas évident quand même que dans la nuit, ils arrivent à bien viser le pont de Pegasus. Et ben oui, il sort un fracas épouvantable. Enfin bref, dans la nuit, ils ont même ouvert la porte parce qu'il n'y a pas de hublot dans un planeur. Donc là, le vent froid arrive. Ils avaient tous chanté pour se donner du courage. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Bon, et puis c'est le moment arrive et il s'écrase. Alors il y en a qui sont un peu blessés, cabossés. Puis lui, il arrive à s'extraire et le pont est là. Le pont qu'il avait vu sur des maquettes, etc. Donc tout était dingue. Donc du premier, après j'arrive, minuit 10, minuit 20, minuit 30, 2 heures du matin, on est en mer, 3 heures. Et j'essaie de reconstituer comme ça le jour le plus long. Et en effet, on se tient en plus proche de ces 18 vétérans qui sont américains, canadiens, français, polonais, allemands, et qui sont tous à des postes différents. Et il faut savoir que c'était vraiment une opération extrêmement minutée où chacun avait son rôle qui était parfaitement circonscrit aussi. Ce qui les unit tous, c'est que le jour a été un jour inoubliable pour eux, enfin, a été le jour le plus important de leur vie. Vraiment. C'est qu'ils avaient tous beaucoup de courage, beaucoup de peur aussi. Oui, bien sûr. Et qu'ils avaient tous cette idée qu'ils menaient une guerre juste aussi. C'est quelque chose de très important. Oui, c'est incroyable parce que bon, ils ne sont pas tous allés avec l'idée magnifique, on va sauver l'Europe. Vous avez 17 ans, 18 ans, certains cherchaient aussi l'aventure quand même. Et puis il y avait tous des raisons différentes, évidemment, des familles différentes. Il y en a un qui vient d'une ferme du Wisconsin ou de l'Alabama, il y en a un qui vient de New York, il y en a un qui vient d'une toute petite communauté, il y en a un qui vient d'une grande ville, etc. Bon, il y en a un qui vient d'Écosse. Bref, il y a un Polonais, lui, alors il est malheureux parce que de toute façon la Pologne va se faire complètement squeezer dans l'histoire. Il va même pas pouvoir y revenir parce que entre temps la Pologne déjà prise par les nazis sera reprise par les soviétiques. Enfin bref, des histoires tragiques et chacun a une histoire personnelle. Mais c'est ça qui me frappe d'ailleurs. Certains, ils sont tous, pour la plupart en tout cas, très bien formés. Le Ranger a été tellement bien formé, donc il a à peine peur, lui. Même s'il se prend tout de suite une balle, mais il va escalader la pointe du Hoc avec une force, une détermination. Il dit on était la crème de la crème, quand même. Il n'y avait pas de mission qui était impossible pour les Rangers. Seuls les Rangers pouvaient faire le genre de choses qu'on te demandait. Donc, il n'est même pas surpris par... il sait que ça va être atroce, il sait qu'il peut mourir. Mais là, vraiment, ils veulent être à la hauteur. Mon petit jeune homme qui est dans la barge sur Omaha Beach, il est pété de trouille. Il pense qu'il va mourir, que c'est vraiment une éventualité.
Ce qui est très frappant d'ailleurs, parce que moi je ne connais pas bien les militaires, mais j'ai toujours entendu parler l'expression frère d'armes, quand même, qui veut dire quelque chose. Hein. Il y a eu ce feuilleton aussi américain, Band of Brothers, mais ce que c'est frère d'armes. Et là, je l'ai vraiment compris. C'est-à-dire que, à la limite, leur mort était... Bon, il n'avait pas envie de mourir, hein. Mais enfin, c'était un truc envisageable. La mort de leurs potes, de leurs copains, ça, c'est pas envisageable. Et ça, ils s'en remettent pas. Et ils sont, au fond, tous ceux qui veulent témoigner, c'est au nom de ceux qui sont morts. Et ceux qui ont perdu des copains et qui reviennent après sur les tombes, et là, j'en ai rencontré il y a encore 15 jours, parce que j'étais avec des centenaires. Les miens sont morts, mais j'ai retrouvé des centenaires. Le plus âgé que j'ai rencontré, avec qui j'étais le 6 juin, avait 103 ans. Un autre 99, 100, 101. Enfin bref, j'étais avec des centenaires. Et là, ce qui les fait toujours pleurer, c'est d'évoquer la mort de leurs copains, de leurs camarades. Ça, c'est juste inacceptable. Et ce qui les lie entre eux, ce sont des souvenirs tellement forts. Ils ont vécu ce moment-là ensemble, ce moment-là ou d'autres d'ailleurs, hein, c'est pas que le 6 juin, mais cette fraternité d'armes que j'ai pas connue, évidemment. Hein, on a tous des amitiés fortes, mais et là, c'est au-delà de l'amitié. Ça dépasse complètement même les liens du sang ou les liens qu'ils peuvent avoir avec leurs vrais frères. Celui avec qui on a combattu, ça emporte tout. En tout cas, la force qu'ils avaient, et ça explique aussi pourquoi le 6 juin reste la date la plus importante de leur vie. Beaucoup d'entre eux veulent que leurs cendres soient dispersées en Normandie ou dans la mer ou dans le cimetière américain de Colville, ce qui n'est pas autorisé d'ailleurs. Mais une des guides me disait, on voit parfois une famille et on voit qu'elle a un petit sac et on se dit, c'est possible que ce soit des cendres, et on détourne le regard. Bon, c'est interdit, mais... Ok. Il y a quelques cérémonies qui sont organisées, là, pour le coup, avec le maire, avec le préfet, etc. Ceux qui ont demandé vraiment une autorisation, et ça se fait très, très officiellement. Et puis sinon, il y a des familles qui viennent, effectivement. Et c'est pas un cadeau à faire, évidemment, aux familles, parce que quand on est redevenu un petit paysan ou qu'on vit à San Francisco et qu'on dit dans son testament à ses enfants, faites que mes cendres soient dispersées en Normandie, tout le monde n'a pas les moyens de venir. Enfin bref, c'est compliqué. Et certains enfants ont pris ça, aux petits-enfants ont pris ça comme... Oh non, c'est pas vrai, mais on le fera, évidemment, respect. Une femme aussi qui s'occupe beaucoup des vétérans, enfin bref, qui est très attachée, une Normande, m'a dit, quelquefois des familles m'ont confié une petite urne et que je ne mets pas en soute parce que j'ai trop peur de mettre ça en soute. Donc je la fais passer dans mon sac à dos. Je dis, dans votre sac à dos enfin bon, si on vous... Enfin, je ne sais pas, on est très fouillé quand on sort des États-Unis, et puis il y a tous ces machins électroniques, les contrôles, etc. Ça peut biper. Enfin, elle me dit, oui, ça bip toujours. Mais j'explique. Et à chaque fois que je l'ai fait, que ça a bipé, que je me trouvais face à un employé, et je vous assure qu'ils ne rigolent pas. Pourtant, les Américains, la sécurité, plusieurs fois, je me suis fait... pas coincé, mais les journalistes, etc. Oh là là, fouillés. Enfin bref, c'était horrible. On ne peut pas parler, ils sont abominables. Et bien là, elle dit, j'ai toujours pu parler. Je dis, c'est les cendres d'un vétéran. Respect. Et on l'a laissé passer. Donc, ça m'a quand même assez scotché. Et il y en a un qui me dit, qui me disait, c'était le jour le plus important de ma vie. Je savais que ce jour-là, il fallait que je voie des copains, que je leur téléphone. Il fallait que je fasse un truc spécial. Je ne pouvais pas travailler un 6 juin. Tous les 6 juin de ma vie, je les ai célébrés en pensant au D-Day. Et donc, je me suis mariée un 6 juin parce que ma femme, plutôt, n'aurait pas compris que ce jour-là soit pas le jour de son mariage, soit pas le jour le plus important de ma vie, alors que moi, je savais que si je l'avais épousé un 6 novembre, le 6 juin resterait la date la plus importante de ma vie. Donc je l'ai épousé un 6 juin, comme ça tout le monde est content. Ça reste le jour le plus important pour elle et pour moi. Voilà. Même si ce n'est pas tout à fait les mêmes raisons. Donc ça m'a beaucoup amusé. Mais c'est vrai que c'est marqué dans leur esprit. Alors, j'en reviens à votre question quand même pour revenir. Ils avaient parfois des motivations différentes, mais c'est vrai qu'ils avaient tous la conviction d'être du bon côté. Certains n'étaient pas très informés, ils n'avaient pas lu tous les journaux, ils ne savaient pas exactement ce qui se passait en Europe. Certains étaient un peu
plus au courant. Il y a des gens de familles juives, par exemple, qui ne savaient pas exactement ce qu'on faisait dans les camps. Parce que tout n'était pas dit encore en 1944. Évidemment, on ne savait pas, on n'avait pas pris l'ampleur des horreurs, des camps d'extermination. Mais enfin, ils savaient que ce qu'on faisait aux Juifs était absolument épouvantable. Donc il pouvait y avoir des motivations personnelles. Mais en tout cas, ils savaient qu'ils faisaient une guerre juste, qu'ils étaient du bon côté, qu'ils se battaient au nom de la liberté, que c'était une coalition qui devait triompher d'Hitler. Et que ça, pour le coup, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et que ça porte. Et que plusieurs m'ont dit... c'était sans doute la dernière guerre juste. Parce qu'après, il y a eu le Vietnam, il y a eu l'Irak. Alors, on ne me parlait pas de l'Afghanistan encore. Mais enfin, bon, il y a eu la Corée, il y a eu plusieurs errements, sans doute. En tout cas, on n'est pas sûr que c'était de belles guerres. Mais celle-là, là, il n'y avait aucun doute. On était du bon côté. On était le clan du bien. C'était très manichéen, hein, mais il n'y avait pas de bémol, il n'y avait pas de nuance. On était le clan du bien contre le clan du mal. Et ça porte. Et c'est vrai que, rétrospectivement, ils se disaient « Waouh, qu'est-ce qui serait passé si on n'était pas venu ?» etc., etc. Et c'est une conviction qui était, oui, très verrouillée pour eux et qu'ils partageaient avec les Anglais, avec les Canadiens, et dont ils étaient évidemment très fiers. Et en même temps, qu'est-ce qui serait passé si on n'était pas venu en lisant le livre, en replongeant, revivant cette journée auprès de ces 18 vétérans, on se rend compte aussi que rien n'était gagné d'avance. Non. Non, ça aurait pu rater. Qu'il y a eu, en fait, les Allemands ont mis beaucoup de temps à réagir. Il y a eu des ordres et des contre-ordres. Ah, une confusion voilà, que Eisenhower avait évidemment préparé un autre communiqué si jamais le débarquement. Un communiqué de défaite. Et oui, parce que j'ai retrouvé aussi celui qui a lu, c'est un homme très célèbre de la BBC qui était déjà âgé quand je l'ai rencontré, John Snag, mais qui les Anglais avaient choisi donc la voix la plus importante. Ça aurait été, j'essaie de trouver un équivalent que les plus jeunes ne connaîtront pas, mais Léon Zitrone, on va dire. Voilà, c'était le Léon Zitrone anglais qui avait été choisi donc pour annoncer, pour lire le communiqué d'Eisenhower à 9h32. Et donc lui, il a été mis au secret. On l'avait enfermé, il avait un lit de camp, il n'avait pas le droit de sortir de la BBC. Tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il fout là? Il avait surtout l'impérieux devoir de se taire. Et puis on lui a dit c'est pour cette nuit, c'est pour ce jour. Et donc il y avait effectivement 2 communiqués possibles qu'avait écrit Eisenhower. Les Américains font toujours ça, le communiqué de la défaite et le communiqué non pas de la victoire, mais pour dire on y est. Voilà. C'est aujourd'hui. Mais il y avait un communiqué qui était écrit, voilà, le débarquement a échoué, j'en prends l'entière responsabilité, disait Eisenhower. Bon, heureusement, il n'a pas eu à lire ce communiqué. Et lui, il a eu quelques minutes pour se mettre les mots en bouche. C'était un très petit communiqué, mais enfin, c'était une responsabilité. Il l'annonçait au monde quand même. Hein. Et donc, il se demandait comment lire cette première phrase. Est-ce qu'il met l'accent sur les forces alliées, ou bien les forces alliées ont débarqué. Débarquer était le mot le plus important, ou bien ce matin. Alors il hésitait, enfin bref, il faisait son job de speaker de la BBC, et c'était aussi intéressant évidemment de le rencontrer. Mais c'est vrai, c'était pas gagné du tout d'avance. On a eu, vous voyez comment je suis clairement d'à côté évidemment. On a eu de la chance. On a eu de la chance cette nuit-là. C'était incroyable parce que, enfin, il y a une tempête. C'était prévu pour le 5 juin. Et il y a eu une épouvantable tempête qui a commencé à se lever dès le début, dès les premiers jours de juin. On a très bien vu qu'il y avait le monsieur météo que consultait sans arrêt Eisenhower. Et le monsieur météo disait c'est épouvantable, le temps va être terrible pendant la semaine qui vient. Et donc, panique vraiment à bord parce que les hommes seraient malades, les avions ne verraient pas avec les nuages les zones à bombarder, les planeurs seraient complètement déviés de leur voie, les vagues risquaient de faire s'effondrer les barges, enfin retourner les barges, etc. Ça risquait vraiment d'être la catastrophe. Et Eisenhower, quand même, a pris la décision de reporter d'une journée. Le 6 juin, il pouvait y avoir une éclaircie à peu près potable. Ce n'était pas idéal, hein. Du tout. Mais enfin, et puis surtout, si on reportait encore, ça voudrait dire 1 mois plus tard. Et là, il y avait déjà plus de 100 000 hommes qui étaient partis déjà sur les bateaux. Et comment on les fait revenir? Et comment on garde le secret?
comment on garde le secret quand 100 à 150 000 hommes sont déjà à bord? On les fait revenir, ils sont déjà malades, on avait prévu de la nourriture, etc. pour quelques jours, mais enfin bref, on les fait revenir au port et ils gardent le secret, c'était juste foutu. Donc il y avait la marge de manœuvre était extrêmement étroite et donc ils ont décidé le 6 juin. Mais du coup, c'est vrai aussi que les Allemands se sont dit, en tout cas, c'est pas ce jour-là qu'ils vont débarquer. Franchement, si on débarque, on ne choisit pas un jour de grande tempête, évidemment. Et donc, les Allemands ont un peu délaissé leur surveillance. Et puis, Rommel s'est dit, c'est pas beau, pouf, c'est l'anniversaire de ma femme, eh ben je vais faire un tour en Allemagne. Oh, ça c'est quand même du bol, vraiment. Et ben oui, Rommel n'était pas là, qui était sans doute pourtant le plus prudent, qui était le plus aguerri. C'était celui qui disait ça aura lieu là. Et on avait toujours dit, et Rommel avait toujours dit, ça se jouera sur 24 heures. Si on les repousse pas à la mer en 24 heures, ce sera foutu. Et ben voilà, les Allemands ont été très désorganisés cette nuit-là. Alors il se trouve que j'ai rencontré un des chefs. Lui, je ne l'ai pas retrouvé au cimetière allemand, ça c'était trop simple. Je l'ai rencontré à Hambourg, chez lui. Et c'était incroyable parce que là, il était jeune aussi, il avait 33 ans, mais ça en faisait quand même un beaucoup plus âgé que les autres. Et il ne décolérait pas. 50 ans après, il me recevait chez lui. Il y avait un gros chien, un berger allemand, bref, qui m'accueillait en aboyant beaucoup. Et puis, il avait préparé toutes les cartes de Normandie. Il y avait plusieurs cartes d'état-major, là, des cartes Michelin, et puis il y avait des cartes de Normandie qui étaient très annotées. Et il était encore très énervé. C'était incroyable, 50 ans après, il était encore très énervé. Il me dit, voilà, alors ils arrivaient là. Moi, j'étais basé là, un petit peu au sud de Caen, j'avais ma garnison. Mais les Panzerdivision étaient un petit peu plus loin, étaient plus au sud. Je pouvais, si on m'avait donné l'ordre suffisamment tôt, je pouvais ramener les Panzerdivision absolument vers les plages. Et il y en avait qui étaient là aussi, qui étaient un petit peu plus à l'est. Et puis, il me montrait tous les mouvements possibles comme ça. Il m'a dit, j'ai pas reçu l'ordre à temps. Et il s'énervait. Je me dis, on se calme quand même. Hein, ça fait 50 ans, vous avez perdu la guerre. On peut maintenant se calmer. Et il me dit, oui, bien sûr. Mais enfin, c'est dingue ce qui s'est passé cette nuit-là. Parce que dès 1h du matin, j'ai reçu des coups de téléphone qui disaient, il y a eu des parachutistes qui ont sauté près de Sainte-Mère-et-Église. Là, il y avait encore d'autres parachutistes. Là, il y avait un planeur. Mais je me disais, là, il se passe quelque chose quand même de gars. Il faut réagir. Si ça se trouve, ils vont arriver tout à l'heure sur les plages. Je le savais. Et j'avais l'ordre de... On ne bouge pas, les Panzerdivision, on ne fait rien. Je disais, mais enfin, il faut contre-attaquer. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Et il appelait sur vous savez, les téléphones à manivelle, les téléphones qui étaient comme ça, sur les murs. Et il criait. Et on lui disait, non. Alors, il appelait ses supérieurs. Un des supérieurs, semble-t-il, a appelé Hitler, le QG d'Hitler. Et Hitler dormait. Et il ne fallait pas réveiller Hitler. Et on disait, quand même, peut-être là, peut-être ça urge quand même. Mais Hitler prenait des somnifères extrêmement costauds. Il dormait très tard, il se couchait plutôt vers après minuit et souvent même plus tard. Et là, il venait de s'endormir, donc hors de question de réveiller Hitler. Et tout le monde attendait. Il n'y avait que lui qui pouvait donner l'ordre de certaines contre-attaques. Il y avait quelques généraux qui auraient pu faire quelque chose quand même, mais eux aussi, ou n'étaient pas joignables, ou il y en avait qui faisaient un exercice militaire du côté de Rennes qui n'avaient pas le temps de revenir. C'était une désorganisation totale, et il me raconte cette désorganisation, cette colère qui l'animait encore. Et pourtant, je dois dire quand même, c'était pas... je sais pas, t'es pas un affreux méchant. En tout cas, il me disait, moi j'étais un militaire, donc je répondais aux ordres. Je répondais aux ordres de Rommel, pour qui j'avais le plus grand respect. J'avais déjà combattu avec lui en Afrique du Nord, etc. Rommel, qu'on appelait le renard du désert, qui était effectivement un grand militaire. Il dit, moi je suis militaire depuis je ne sais combien de générations. Ça remontait, je ne sais plus, au XVIIe siècle. Enfin bref, il y a toujours eu des Hans von Luck dans ma famille. Et donc je voulais gagner, c'est normal, non moi, j'étais bien contente que non, j'arrivais pas à dire non. Mais enfin bon, et il se trouve, alors, quand on dit les réconciliations après la guerre sont pas possibles, mais si, bien sûr, parce qu'entre-temps, il avait beau être en colère militairement, je dirais, hein, de ses errements militaires, mais malgré tout, il revenait en Normandie de temps en temps. Il revenait, il avait voulu serrer la main et rencontrer le général Howard, le major Howard, qui lui commandait les planeurs, donc qui s'étaient écrasés près de Pegasus Bridge, donc tous ces hommes
je ne sais plus quelle airborne, comme on dit en anglais, mais enfin bref. Et il était devenu, disait-il, ami. Il disait mon ami, le major Howard. Et plusieurs fois, quand ils s'étaient retrouvés en Normandie au moment des célébrations du débarquement, eh bien, ils allaient prendre un verre ensemble au café, le fameux café Condé, qui était le fameux café, on dit le premier café qui a été libéré, parce que c'est lui qui est en face du pont de Pegasus, donc, qui a été libéré dans la nuit. C'est la même famille qui le tient encore, d'ailleurs, actuellement. C'est les petits-enfants maintenant. Et dit-il, on va prendre un pot au café Condé. Et c'est terrible parce que cette famille était une famille de résistants et donc n'aime toujours pas les Allemands, il n'y a rien à faire, les générations ont passé, ça passe toujours pas. Et donc le major Howard, à chaque fois qu'il prenait un verre, là, cet endroit si symbolique, le présentait comme son ami suédois. Non, c'est même pas dire que c'était son ami allemand qu'il avait combattu. Voilà. Alors, en cette année anniversaire, il y a d'importants temps de commémoration du débarquement qui ont eu lieu. C'est une mémoire vivante aujourd'hui et extrêmement importante dans les temps tourmentés que nous traversons aujourd'hui. En quoi est-ce qu'il est particulièrement important de la faire vivre, cette mémoire? Qu'est-ce qu'elle nous... c'est important quand même. C'est pas à vous tous que je vais apprendre qu'on vit des temps tourmentés, incertains. Je ne parle même pas des dernières élections, mais enfin ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza. Enfin, moi, je ne sais pas, depuis que je suis petite, je n'ai pas entendu parler de la guerre proche avec des éditos, des craintes, enfin, sur la marche du monde, le tumulte du monde, aussi intensément que ces temps-ci, quand même, vraiment. Alors, je ne vous dis pas depuis 10 jours, ça fait que ça a gravé, mais enfin, bref, on vit des temps incertains. Réellement. Ça me frappe parce qu'il se trouve que je rencontrais Boris Cyrulnik que j'interviewais avant-hier. Vous savez, ce grand psychologue, psychiatre, neurologue, psychanalyste, etc. Enfin bref, qui est merveilleux. Qui a donc eu cette histoire de petit enfant juif caché pendant la guerre, ses parents disparus à Auschwitz, etc. Enfin bref, qui a passé toute sa vie à réfléchir à tout ça. C'est cette notion de résilience dont il parle tellement bien. Et donc, on peut aller au-delà, on peut survivre à tout ça, on peut transformer les vies pour en faire du beau, passer en tout cas au-dessus d'épreuves effroyables. Et il était atrocement pessimiste, m'a fait peur d'ailleurs, parce qu'il me disait s'il y a la guerre, enfin, je me dis, s'il y a la guerre, enfin, on n'y est pas, enfin, waouh. Et c'est monté de l'antisémitisme, etc. Il était très ombrageux et très, très soucieux, réellement. Et donc, c'est vrai que le message du D-Day est un message très puissant, tout de même. Ces hommes montraient d'abord, on est à une période où les coalitions sont très incertaines. On ne sait pas ce qui va se passer. L'Europe est remise en cause, alors que quand même, l'Europe, elle s'est créée grâce au D-Day ou après le D-Day, après le débarquement et après la fin de la guerre. Bien sûr, on s'est dit plus jamais ça. Enfin, quand même, on ne va pas faire la guerre à nos voisins, etc. On doit pouvoir trouver un terrain d'entente. Et on l'a trouvé. Et on a fait l'Europe. Et malgré tout, moi, depuis que je suis petite, on a vécu en paix. Quand même, ma mère a connu la guerre, mais pas moi. J'ai même jamais imaginé qu'elle pouvait repartir en Europe. Enfin, de quoi on parle? C'est absurde. Bon, donc c'est vrai, la force de l'Europe, c'est quand même la suite du message du D-Day. Et puis quand on s'allie, quand même, il y a des choses qu'on partage entre pays. Là, on partageait des choses avec les Américains, bien sûr. D'ailleurs, dont beaucoup des Américains qui venaient, leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, quelquefois leurs parents, venaient d'Europe. Donc on n'est pas si loin, on a beaucoup de choses en commun. Et puis la démocratie, quand même, c'est des valeurs, la démocratie. La liberté, ça veut dire quelque chose. Le droit de voter et de choisir qui va nous gouverner, tout ça nous unissait. Donc les alliances sont essentielles. Voilà ce que nous dit aussi le D-Day. On a pu vaincre toutes ces forces, ces 156 000 hommes qui ont débarqué ce jour-là, et puis après, il y en a eu plus d'1 million, qui sont venus au nom d'un idéal, quand même, au nom de certaines valeurs et de certains principes importants. Il ne faut pas être naïf. Il y a beaucoup de choses aussi qui nous séparaient, mais quand même, sur l'essentiel, on était d'accord. Et en tout cas, sur le nazisme, on savait très bien que c'était les forces du mal et que ça, vraiment, il fallait absolument
abolir et mettre fin à ce régime de dingue, de fou, le plus vite possible. Et donc on l'a fait. Donc c'est vrai que je crois, mine de rien, que quand on voit la force, la détermination, ce qui a été fait ce jour-là et après, parce que évidemment, je résume ça au D-Day, mais il a fallu beaucoup d'autres efforts, d'autres débarquements, d'autres batailles, etc. Mais quand même, symboliquement, c'est un message très très fort qui nous donne de l'espoir, qui dit à quel point la démocratie et des valeurs essentielles. Il y a des valeurs essentielles avec lesquelles on ne doit pas, on ne peut pas transiger, on ne devrait pas en tout cas, que la guerre, c'est pas si loin quand même. Moi, j'avais l'impression que c'était très loin. Non, c'est pas si loin. Je les ai connus et les vétérans qui sont venus sur nos plages, sur les fameuses plages, ceux qui survivaient en tout cas, ils étaient là, hein, il y a 15 jours. Ils sont venus. Il y en a que j'ai rencontrés à San Diego, en Californie, il y a un mois. Il y en a d'autres que je suis allée chercher à Londres. Donc, je vous disais, leurs âges, entre 97 et 103, 104 ans même. Et ben, ils avaient envie de revenir pour aller dans des écoles. Et ils sont allés dans des écoles. Et c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai vu les films. Je ne pouvais pas aller le jour où ils y étaient. Je crois que c'était le 10 juin ou 11 juin à Bayeux. Ils ont été reçus par 700 enfants dans un lycée à Bayeux. Et c'était extraordinaire. Des enfants qui avaient appris des chants américains et anglais. Et puis qui avaient plein de petits drapeaux et qui hurlaient, qui les applaudissaient comme des stars. Et donc pour eux, c'était incroyable de dire, oh mon Dieu, la dernière fois qu'on était là, on avait 17 ans, on avait 18 ans. Et là, on est fêtés alors qu'on arrivait sous la mitraille, on n'a jamais pensé qu'on était des héros. Et là, tout d'un coup, il y avait des jeunes, et des jeunes qui voulaient être pris en photo avec eux, etc., qui les ont servis à table, d'ailleurs, parce qu'ils ont mangé à la cantine, et c'est les enfants qui les servaient, et qui se faisaient prendre en photo avec un vétéran. Et bien, ces enfants pourront dire un jour à leurs enfants qu'ils ont connu un vétéran du D-Day. Et ça les rattache à la guerre, quand même, et au message de la fin de la guerre. Et le message, c'était on doit s'allier. Quand même, la paix est plus importante que tout, elle est possible. Et si le Major Howard a pu serrer la main et prendre un verre, même en le faisant passer pour australien avec l'allemand, c'est quand même que c'est possible, quoi. On peut pas recommencer les folies d'avant. Donc voilà, je pense que mine de rien, c'est un vrai espoir quand même, le message du D-Day. Bien, merci beaucoup, Annick Cogent. Alors peut-être que des personnes ont des questions à poser. J'ai lu très attentivement votre livre qui m'a bouleversée. Je suis encore tout émue. Pourtant, moi, je n'ai pas vécu cette période et mes grands-parents ne m'ont rien raconté de la guerre. Moi, ce qui m'a intéressée, entre autres, et je voulais insister dessus, c'est que vous ayez interviewé un Allemand. De manière à avoir aussi, j'allais dire, les faits miroirs, parce qu'il y a des Français qui ont énormément souffert, mais il y a des Allemands aussi qui ont énormément souffert. Et le deuxième point, c'est le journaliste qui vous parle franchement d'une certaine propagande. Ouais. Et ça, voilà, ces deux témoignages, moi, me touchent particulièrement parce que j'ai souvent entendu des témoignages qui ne parlaient que des Français, qui ne parlaient pas des autres. Et voilà, ça m'a vraiment bouleversée. C'est gentil de le dire comme ça. C'est vrai que vous avez raison. Parmi mes 18, il y a un jeune journaliste canadien, le plus jeune correspondant de guerre du D-Day. Et d'abord, il m'a amusé parce qu'il me dit... Bon, il y a une nuit, on était un peu malade, on était dans un vieux ferry, j'ai vaguement joué du piano, enfin bon. Ça, alors je ne pouvais pas imaginer que cette nuit-là, enfin bon, ça dépendait des bateaux et il n'était pas dans les premières vagues. Et puis il débarque dans une plage qui est relativement calme. Relativement, ça tirait quand même, faut pas exagérer. Et puis il me dit, je saute dans l'eau, donc c'était quand même pas évident parce qu'au-dessus de moi, j'avais ma Smith Corona. Alors je lui dis, c'est quoi une Smith Corona? C'est une arme? Il me dit, enfin, une arme, vous plaisantez, je suis journaliste, enfin, évidemment, pas une arme. C'est ma machine à écrire, vous devriez savoir ça, vous, la journaliste.
Je dis, ah non, je connais pas cette marque-là. Smith, il me dit, c'est la machine à écrire d'Hemingway. En fait, toute cette génération-là travaillait sur des Smith Corona. Oh, je dis, ah bon, je savais pas. D'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai trouvé chez un antiquaire une Smith Corona. Bon. Et il me dit, donc j'avais ma Smith Corona au-dessus de ma tête. Et puis, elle était évidemment dans une boîte. On était très protégés, surtout qu'elle ne prenne pas l'eau, parce que c'était mon outil de travail. Et puis, disait-il, au-dessus de ma tête, avec mon bras droit, j'avais la cage. Alors, comment parler anglais? Je me suis dit, j'ai mal compris. Je suis la cage. Il me dit, la cage aux pigeons. Je lui dis, pardon. Et il me dit, la cage aux pigeons voyageurs. J'avais 15 pigeons voyageurs dans ma cage. Je lui dis, des pigeons voyageurs? Le 6 juin 1944, des pigeons voyageurs? Et il me dit, mais évidemment. Et d'ailleurs, la nuit, il fait des choses dans la journée, il perd le poule de presse, enfin bref, et il va dormir, lui, chez un paysan normand. Et donc la nuit, il écrit son article. Il me dit, à la cage des pigeons, je me dis, je dois leur donner à manger. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux pigeons? Il est très anxieux de ces pigeons et de la cage aux pigeons. Et puis, au petit matin, donc, il retrouve les autres. Une poule de presse au bout d'un chemin, près de la plage. Et là, il tend l'article qu'il avait écrit à l'officier de presse. Moi aussi, régulièrement, si je vais dans des endroits, j'ai affaire à un officier de presse. Enfin, je ne passe pas par la censure, comme ça, mais bref. Et là, ça passe... il y a le censeur donc, qui tire des mots, qui fait des trous dans son article, et il dit... Je regardais ça et quand ma feuille, à la fin, après avoir été donc surveillée, devient comme une feuille de limonère. C'est marrant, l'autre jour, je racontais ça à une jeune fille de mon journal et je lui dis, sa feuille était comme une feuille de limonère. Je la vois, elle ne réagit pas. Je lui dis, tu sais, avec plein de trous. Alors donc, il y a des jeunes qui ne savent pas ce que c'est le limonère, la feuille de limonère. Je me dis, oh mon Dieu, c'est possible. Vous savez ce que c'est une feuille de limonère? Un limonère. C'est un instrument de musique, voyons. C'est l'instrument de musique. Voilà, manivelle. Et puis, les chansons, les airs sont mis sur des plaques pleines de trous pour que des petits embouts sur un tube en cuivre. Voilà. Donc, sa feuille ressemble à une feuille toute trouée, pleine de trous, comme une feuille de limonère. Et il dit, je regarde ma feuille. Et après, on me donne une feuille très fine, une feuille spéciale pigeon. Je ne peux pas croire. Donc, il retape son article sur sa feuille spéciale pigeon et puis il apprend à la plier, la mettre dans un petit étui sous la patte du pigeon. Et après, il va donc avec l'officier sur la plage pour lancer le couple de pigeons, parce qu'on envoie toujours un mâle et une femelle. Et je ne vous dis pas la suite parce que il observe les pigeons qui tournent. Il dit, quand même, c'est le porteur de son article. C'est pas rien, l'article du débarquement. Et vous verrez bien ce qu'ont fait les pigeons. Merci beaucoup Annick Cogent pour Merci. passer ensemble pour ce livre.